bienvenue à Impact IA, un podcast où on jase avec des entrepreneurs et des leaders inspirants. Ils nous partagent comment ils ont intégré l'intelligence artificielle, leurs enjeux et leurs succès. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Impact IA. J'ai aujourd'hui avec moi Ghislain Armand, bienvenue. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, plaisir d'être ici. Merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on va parler de Ranmor. Ranmor, c'est une entreprise familiale de distribution technologique qui a été fondée en 1936. Ça fait 3 générations que l'entreprise existe, puis aujourd'hui, c'est toi, Ghislain, qui est à sa tête. Effectivement. Ton grand-père a parti Ranmor en 1936. Effectivement. 3 générations plus tard, c'est toi qui es aux commandes. C'est quoi ton rapport par rapport à cet héritage-là? C'est un défi. Je pense que n'importe qui reprend une entreprise familiale, c'est quoi de travailler avec la famille, avec le père. C'est très difficile. Je pense que justement, une des raisons pourquoi il y a autant d'entreprises qui ne continuent pas une autre génération, c'est par la difficulté que, dans le fond, l'enfant a à travailler avec le parent. Oui, on a passé à travers tout ça. Ça va me faire plaisir d'en discuter. J'ai travaillé avec mon père d'ailleurs. Ça me rappelle des souvenirs. Voilà. Tu arrives dans l'entreprise familiale, tu as un parcours en génie logiciel, Mm-hmm. puis là, tu dois envoyer un fax pour avoir le statut sur des commandes. Effectivement. Donc, je suis arrivé en 2016 dans l'entreprise, vraiment dans l'administration, parce qu'avant, je travaillais dans l'entrepôt pour apprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Et tout était très papier. Je veux dire, mon père a grandi l'entreprise à travers le Canada par acquisition. Donc, chaque entrepôt avait leur propre manière d'opérer et ils opéraient toutes de manière individuelle. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, les clients envoyaient principalement leurs commandes par fax, par courriel ou bien par téléphone. Ce qui, moi, me rendait fou parce que c'était presque impossible de savoir qu'est-ce qui se passait dans l'entreprise. Donc, par exemple, un client plaçait sa commande, ensuite Montréal l'entrait, ça se faisait imprimer, envoyer dans l'entrepôt. Ensuite de ça, avoir le tracking number pour répondre au client, il fallait trouver le papier qui avait un petit numéro d'inscrit par un humain qui rentrait les adresses avec leurs 2 doigts dans le système de Kenpar à l'époque qu'on utilisait. Quand tu dis par 2 doigts, c'est parce que c'est la manière dont ils tapent sur le clavier. Exactement. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas grandi avec la technologie, que tu regardes rentrer, là, c'est vraiment comme 2 doigts à la fois. Bref, c'était très drôle. En même temps, pas vraiment. Parce que le lendemain, il y a un client qui disait « Où ma commande? » Là, je veux dire, tu avais du travail physique pour répondre à cette question-là. Et s'il y avait des back orders, donc Montréal ne pouvait pas tout shipper la commande, il fallait la faxer à un autre entrepôt qui avait de l'inventaire, mais les chansons d'inventaire n'étaient même pas à jour dans le système parce qu'encore tout était très manuel. Donc, moi qui arrivais avec un background en informatique, qui est habitué d'avoir de l'information juste en écrivant quelque chose dans l'ordinateur, là, je me retrouve où est-ce que je peux absolument plus rien faire, donc je me sentais vraiment handicapé dans mon exécution. Fait que toi, ta réaction quand tu as vu tout ça, on ship des affaires avec des fax, ça a été de bâtir un système pour avoir accès à cette information-là en temps réel. Exactement. Donc, naturellement, j'essayais de me simplifier la tâche moi-même. Avant même ça, essentiellement, je suis arrivé en mai 2016 et en novembre 2016, on s'est fait pirater. Fait qu'on a perdu absolument toutes nos opérations du jour au lendemain, sauf évidemment le fax, le téléphone, puis le courriel. Fait que tu leur as donné raison. Indirectement, oui. Ouais. Par contre, l'entreprise devenait plus efficace. Absolument plus personne ne savait comment opérer. Ouais. Parce que même essentiellement, une partie de nos opérations internes était... dans le fond, il ne fonctionnait plus. On a perdu les logiciels qui faisaient ça et une bonne partie des données. Donc, ça a fait en sorte que du jour au lendemain, là, ça tombait sur mes épaules. C'était maintenant ma vision qui était embrace à 100%. Par contre, c'était dans une entreprise où la culture appartenait à mon père. Donc, quand je parle de culture, tu as évidemment la manière d'opérer à l'interne, mais veux pas, la culture d'entreprise, tu vas attirer des clients et tu vas attirer des fournisseurs en fonction de ta manière d'opérer. Donc, ça a fait en sorte que du jour au lendemain, là, c'était ma vision. Puis ça a créé d'autres formes de blocage, là, veux pas, parce que demander à quelqu'un de ne plus utiliser le fax du jour au lendemain, c'est pas aussi simple que de juste dire on coupe le fax. Mais t'as-tu justement demandé la permission ou t'as simplement foncé?
Non, j'aime bien foncer en général. Don't ask for permission, ask for forgiveness. Moi, je l'ai entendu souvent, celle-là. Et voilà. Donc, ça a pas mal été comme la culture que j'ai mis en place dans mon propre développement. Et ça a relativement bien fonctionné parce qu'aujourd'hui, on a une entreprise qui est en contrôle à 100% de ses logiciels, de ses opérations. Donc, c'est très agréable. La raison pour laquelle on se connaît, c'est parce qu'on a fait affaire ensemble avec Ranmore, avec Vauban, pour un projet de prédiction des ventes. Avant ce projet-là, comment tu opérais? Donc, j'ai mentionné que chaque entrepôt opérait de manière indépendante. Donc, ça, c'était aussi dans amener placer des PO avec les manufacturiers. Donc, premier truc qui a été très difficile, ça a été de centraliser ça, de mettre ça Montréal, on va s'occuper de placer les PO pour l'ensemble des entrepôts. Parce que les warehouse managers étaient attachés à leur manière de travailler. Donc, ça a été le premier défi. Deuxième défi, ensuite, j'ai mis un algorithme de prédiction qui était très primitif. Mais il faisait, je dirais, 80% du travail, qui était une simple grosse requête SQL, essentiellement. Dans la vision qu'on avait, c'était de supporter 1 million de produits dans l'ensemble de nos entrepôts. Donc, on progresse, on est rendu à peut-être 17 000 en date d'aujourd'hui. À l'époque, on était peut-être à 2 000 produits. Par contre, on perdait énormément de ventes parce qu'on ne supportait pas l'ensemble des SKU des manufacturiers. Tu sais, je regarde Lexmark, par exemple, ils ont au-dessus de 1000 SKU présentement. Un humain est peut-être capable de gérer, là, je vais dire à peu près ça, là, 1000 SKU pour l'ensemble des manufacturiers. Donc, ça faisait, on commandait toujours les mêmes choses. On était très bons pour certains produits, mais on n'était pas capable de développer d'autres niches à cause de la limitation humaine, essentiellement. Puis, est-ce qu'il y avait justement, une fois que l'algorithme a été fait de prédiction des ventes, y avait-il une validation humaine ou vous faites confiance à 100%? Exact. Moi, j'aime bien faire 100% confiance à la machine parce que si tu la programmes adéquatement, elle va exécuter exactement ce que tu lui dis de faire. Fait que si la machine fait une erreur, c'est de ma faute à moi. Puis je préfère que ce soit de ma faute que de la faute de quelqu'un d'autre. Donc, ça faisait en sorte que, oui, on faisait énormément de validation au début, mais une fois que ça fonctionnait, je te dirais, tu sais, elle s'est mise à bien fonctionner. On a supporté de plus en plus de SKU et plus on avait d'inventaire, tu sais, on avait une stratégie, je veux un SKU de 1 million de produits au lieu d'avoir 1 million de produits d'un SKU. Fait que ça faisait en sorte que les gens ils se mettaient à acheter de manière beaucoup plus diverse, ce qui était intéressant pour l'entreprise. OK, fait que je comprends. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un peu de la bullshit, là, que tu peux juste avoir un modèle d'IA, puis le laisser aller, puis pas le regarder, mais c'est parce que ce que tu me dis, c'est que oui, tu l'as fait, mais au lieu de continuer de regarder avec tes yeux, c'est que tu as itéré le système pour qu'il fonctionne. Exactement, c'est ça. Puis je te dirais, c'est justement une des forces de Vauban. On a fait probablement 3 modèles au total. Donc au début, on a fait le premier modèle, on l'a validé, il fonctionnait, on était capable de revert back à l'ancienne manière de faire. Puis une fois qu'on y a fait confiance, je veux dire, on a fait la version 2. La version 2, elle s'est avérée très bonne. Fait qu'on l'a mis en production. On a vu que, wow, ça fonctionne très bien. Et là, ensuite, on a fait une version 3 parce qu'on avait besoin d'un petit peu plus de flexibilité. Mais essentiellement, oui, elle se met à gérer 17 000 SKU en ce moment, l'algorithme fait par Vauban. Puis, l'algorithme est même capable de gérer des inventaires justement entre entrepôts automatiquement? Exactement, qui était la version 3, où est-ce que là, on voulait commencer à l'utiliser pour positionner, on a un surplus à Montréal, par exemple, ou avec un de nos manufacturiers, Sharp, par exemple, on achète par container. Mais ils ne vont pas shipper des demi-containers à Edmonton, puis ensuite à Montréal. Donc, on fait tout venir à Montréal. Ensuite, on utilise cet algorithme de prédiction qui va nous dire, à Edmonton, on s'apprête à vendre à peu près ces quantités-là de l'ensemble de ces SKU. Puis là, ensuite, on a un autre algorithme qui compare. OK, l'algorithme de Vauban a prédit, je ne sais pas, 100 d'un SKU. On en a juste 10 à Edmonton pour les vendre dans le prochain mois. Montréal va en transférer 90 à Edmonton. Avec tout ce que tu as mis en place jusqu'à maintenant depuis 2016, qu'est-ce que tu as fait cette semaine que pour toi aurait été impensable il y a 2 ans? Je veux dire, c'est tout autour de l'intelligence artificielle. C'est complètement impressionnant à quelle vitesse ça avance. Donc, juste cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait
par rapport au mois dernier, c'est déjà très impressionnant. Et je te dirais juste être capable de demander à une intelligence artificielle quelle est la chose qui va améliorer le plus la profitabilité de l'entreprise et avoir une réponse qui est quand même pas trop loin de la réalité est quelque chose de très bien qu'on a accompli dans les 2 dernières semaines. Tu sais, quand tu parles d'IA en ce moment, tu parles de LLM en particulier. Exactement, oui. Puis y a-tu un modèle que tu trouves meilleur que l'autre ou tu t'en fous un peu? Moi, je m'en fous un petit peu. La réalité, c'est que non, je m'en fous pas. Je suis très picky sur ceux qu'on utilise, mais la vraie difficulté, c'est comment tu fais pour mettre un LLM au centre de tes opérations. Peu importe que ce soit Gemini ou Claude ou OpenAI que tu utilises, au bout de la ligne, si ces modèles sont déconnectés de tes opérations, il n'y a pas une réelle valeur ajoutée, selon moi. Mais quand tu es capable de les mettre au centre de tes opérations, puis qu'ils sont capables de voir toutes tes données fiscales, tes données opérationnelles et même les données d'utilisation, c'est là que ça devient beaucoup plus performant. Parce que là, tantôt, on parlait d'un algo de prédiction des ventes. Ici, on parle de LLM, mais cette partie-là, dans votre logiciel, c'est toi qui l'as faite. Oui, effectivement. Pas mal tout est in-house là, au complet. Oui, l'algorithme de Vauban a été fait par vous. Par contre, un de mes requis a été qu'on doit être en contrôle du code et on doit être en contrôle de l'algorithme où est-ce qu'il est exécuté. Chose que Vauban a accepté et que je suis extrêmement reconnaissant parce que il y a beaucoup d'entreprises qui font du développement logiciel qui vont chercher à garder contrôle de leur technologie, ce qui n'était pas votre cas. Donc, moi, ça m'a permis de vraiment faire une incorporation dans le cœur de nos logiciels. Puis là, c'est quand même malade là, ce que tu as construit justement dans ton logiciel parce que ce que tu nous disais d'entrée de jeu, c'est que tu as une IA qui génère une instruction, right? Mm-hmm. Qui l'envoie à un autre IA qui est ton IA architecte, puis tout ça est envoyé à une troisième IA qui va exécuter la tâche. Oui, exact. Donc là, tu es en train de parler de notre algorithme de développement logiciel, essentiellement. Donc, un des problèmes que, moi étant ingénieur logiciel, passionné de la technologie, s'entourer de gens très compétents en informatique, c'est difficile. La majorité vont travailler pour des firmes comme Vauban ou Google ou Ubisoft. Name it, ils sont très populaires, mais une entreprise de distribution, c'est très difficile d'attirer du talent en ingénierie logicielle. Donc, j'ai réussi à attirer un de mes très bons amis, qui est selon moi une des personnes les plus compétentes en ingénierie logicielle. Et, on a engagé des développeurs full-time, on a essayé avec des stagiaires aussi, puis jamais j'étais satisfait de la qualité et de la vitesse de production. Donc, quand OpenAI est arrivé avec Codex, leur algorithme pour aider les développeurs à développer plus rapidement, nous, on a pensé à une manière, comment on peut mettre ça au centre pour être capable de générer, demander à l'intelligence artificielle, qui est maintenant au cœur de nos opérations, de générer exactement qu'est-ce qu'on veut selon ce que Codex aurait besoin d'avoir comme prompt, pour ensuite de ça, regarder l'ensemble du code, puis dire, OK, dans ce logiciel-là, il faut faire tel ajustement. Dans tel autre logiciel, faire tel autre ajustement pour répondre à ce que moi j'ai besoin. Et ensuite de ça, chacune des tâches sont données à un executor, là, si tu veux, un développeur virtuel qui va maintenant faire l'ajustement dans le code. Puis l'architecte, c'est comme ça qu'on l'a appelé, va même nous dire dans quel ordre il faut qu'on exécute les tâches. Puis on fait juste approuver la tâche. Ensuite, dès qu'il est fini, approuve l'autre tâche. Et on est capable de faire des changements majeurs en quelques minutes seulement. Fait que si je comprends bien, là, fait que coder le logiciel, vous l'avez intégré dans le logiciel en lui-même. Fait que si demain matin, tu arrives et tu dis, OK, il y a un nouveau changement, une nouvelle commande, un nouveau fournisseur, ou peu importe ce que tu veux faire, tu ouvres ton logiciel que tu utilises pour gérer ton entreprise, puis à l'intérieur même, tu es capable de demander des nouvelles features. Exactement. On a une application qu'on appelle Central, qui est utilisée par l'ensemble des employés à l'interne. Moi, j'ai un bouton, je clique. Ensuite de ça, ça l'ouvre l'assistant. J'ai dit ce que je veux. L'assistant génère le prompt, l'envoie à l'architecte, l'architecte commence. Fait que je peux même le faire par mon téléphone. Serais-tu à l'aise de donner accès à tous tes employés à ce genre de feature-là? C'est ça la philosophie un petit peu. Par contre, l'intelligence artificielle a quand même ses propres limites. Un des problèmes pour l'architecte actuellement,
c'est que la personne qui donne le prompt doit quand même avoir des bases de la fondation, comment ça a été créé. C'est arrivé à quelques reprises qu'on l'a essayé. Par contre, l'employé, vu qu'il ne comprenait pas la structure du logiciel, envoyait l'architecte dans la mauvaise direction, qui faisait en sorte que ce qu'il implémentait était totalement off de comment que ça devait être fait réellement. Ouais, c'est ça. Fait que pour que ça fonctionne bien, il faut que tu sois capable de poser les bonnes questions. Exactement, c'est ça. Fait que c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui trouve ça, qui pourrait trouver ça fascinant, là, justement, de laisser le logiciel se coder tout seul, puis l'autre que ça y fait peur, c'est que tu as besoin de quelqu'un qui connaît le système pour demander la bonne chose au final. Là. Exactement. Et même comment Codex a été développé, ça a été principalement développé pour aider les développeurs à coder plus facilement. Fait qu'un développeur va naturellement connaître le projet sur lequel il travaille. Donc, ça fait en sorte que cette philosophie-là, comment le Codex a été construit, on doit aussi l'appliquer au lieu de carrément essayer de convertir une voiture en avion, par exemple. Comme, si ça reste une voiture, on va lui permettre, mais d'avancer le plus rapidement possible. Comment qu'on fait ça? OK, voici les limites. Et on le construit autour de ses capacités. Tantôt, tu disais, peu importe le choix du modèle, ce qui est important, c'est que ton modèle soit vraiment connecté à tes données directement. Tu me parlais l'autre fois quand on s'est parlé en préparation du podcast que tu uploads tes procédures opérationnelles, tes SOP directement dans ton assistant. Puis là, ton IA passe d'un IA qui est générique, comme n'importe quel IA qu'on a off-the-shelf, puis il devient spécialiste de ton entreprise. Exactement. Je parle quand même avec plusieurs personnes d'intelligence artificielle en général. Et un des feedbacks que j'ai, c'est que le AI ne va pas exécuter exactement ce qu'eux, ils s'attendaient à recevoir comme output. Et le premier changement que je fais juste leur recommander, c'est va dans, si tu utilises Gemini, mets la version Pro, exécute un deep research sur ton entreprise. Puis il va t'exécuter un document d'à peu près comme 5 à 10 pages sur c'est quoi que ton entreprise fait exactement. Ensuite de ça, prends ce document-là et mets-le comme point de départ de chacune de tes conversations ou de chacune de tes instructions que tu donnes ensuite à l'intelligence artificielle. Parce qu'il comprend maintenant qui tu es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta mission, comment tu fais, c'est qui les clients que tu desserres, tes fournisseurs, etc. Il y a maintenant un contexte adéquat pour produire et prendre les bonnes décisions en fonction de qu'est-ce que tu t'attends. Puis juste cette petite différence-là, nous, on l'a implémenté à l'intérieur. Au lieu que le logiciel pense, au lieu que le AI pense qu'on est juste une entreprise comme n'importe quelle autre, elle sait qu'on est une entreprise de distribution, qu'on aide les revendeurs indépendants et notre gamme de clients au complet, qu'on permet aux manufacturiers de faire du développement d'affaires, comment qu'on le fait, etc. Fait que maintenant, quand on y pose une instruction, ça fait déjà partie de tout son contexte. Oui, c'est ça, exactement. Puis ça, c'est un point qui est tellement important parce que ce qui détermine si ton résultat est bon ou mauvais, c'est le contexte. Parce que le LLM, au final, là, il ne fait que prédire le prochain mot. Exact. Fait que sa seule manière de prédire le bon prochain mot, c'est d'avoir un contexte qui est fiable. Et voilà. Et une chose importante, c'est, les AI en général ont énormément de tokens. Là. C'est ça qui est utilisé, qui est juste une forme de capacité réellement. Uploader un document de 10 pages, ça affecte presque en rien leur capacité. Fait que selon moi, ça devrait être un must sur absolument toutes les commandes AI de rajouter, de bonifier le contexte au maximum. Oui, exact. Mais dans ton entreprise, as-tu à traiter des fichiers vraiment énormes? Parce que un PDF de 10 pages, ça va bien fonctionner. Un de 800 pages, c'est un autre challenge. Exact. Moi, je ne le vois pas comme fichier parce que ça, c'est des instructions de base. C'est plus quand il va chercher, on va dire, toute l'information de billing d'un de nos plus vieux clients. Là, on s'entend que c'est comme... Il y a beaucoup d'informations. Exactement, c'est ça. Surtout quand tu fais du dropshipping, c'est toutes des petites commandes. Disons que la grosseur des données monte très rapidement. On parle beaucoup de chatbots. Là. Pour vrai, j'ai entendu vraiment énormément. Puis, tu as bâti justement un assistant IA pour tes revendeurs et tes clients. L'ont-tu utilisé finalement? Un petit peu. C'est comme n'importe quelle nouvelle fonctionnalité que tu introduis. Il y a toujours, ça prend du temps en général avant que les gens se mettent à l'utiliser et à changer leur propre comportement.
Donc, quand on l'a release, évidemment, on avait juste une ou deux personnes qui l'utilisaient par jour. Maintenant, de plus en plus, les employés dans l'entreprise l'utilisent. Il y a beaucoup de nos revendeurs qui se mettent à l'utiliser. Et dans la manière qu'on développe le logiciel, c'est rendu qu'on ne fait même plus d'interface. On fait juste rajouter le bouton. Tu veux modifier tes notifications, faire un clic là, ça ouvre l'assistant, puis l'assistant te dit toute l'information. Comme ça, je veux dire, le développement d'un, il devient beaucoup plus facile. Et ensuite, dès que tu fais une modification dans ton API, ben, ça met à jour l'assistant automatiquement. Pourquoi tu penses que c'est si dur pour du monde d'embarquer justement dans l'utilisation de ce genre d'assistant-là? Donc, deux choses selon moi. Le premier, le changement de comportement. Quand quelqu'un est habitué de faire ce qu'il fait depuis autant d'années, pourquoi changer? Tu sais, on rentre dans une technologie qui est réellement disruptive, mais pour l'ensemble des gens, c'est juste une technologie comme une autre, une nouvelle fonctionnalité. Ça ne va rien changer à la manière que j'opère. Donc, le changement de comportement, je pense que n'importe qui fait ça, il sait que c'est extrêmement difficile à faire de base. Donc, la deuxième, pourquoi je pense que c'est difficile d'implémenter, de faire un changement de comportement autour de l'intelligence artificielle, c'est parce que les gens vont utiliser l'outil Gemini qui va être déconnecté de leur réalité d'affaires ou d'opération. Conséquemment, oui, tu peux demander à Gemini de faire une vidéo, mais ce ne sera pas le vidéo que tu as besoin parce qu'il n'y a pas accès à tout ton contexte à toi, puis tous tes courriels et toute ta réalité. Ce qui fait en sorte que cette déconnexion-là entre ChatGPT, qui est le modèle le plus connu par l'ensemble des utilisateurs parce que tu as le First Mover Advantage, fait en sorte que ce n'est pas implémenté dans les opérations. Conséquemment, le modèle n'est pas assez efficace ou l'outil n'est pas assez efficace pour disrupt leur manière actuelle de fonctionner. Bon, c'est un peu l'avantage que Microsoft veut avoir justement avec Copilot, son intégration dans tout le système, puis Google qui essaie de faire la même chose justement avec Gemini puis la suite Google. Exact. Tu nous as dit plein de fois que tu avais du monde qui n'avait pas grandi avec la technologie. Puis là, je t'emmène quelque part, sois 100% à l'aise. Il y a des gens qui avaient peur de partir en vacances parce qu'ils savaient que tu étais là et que tu allais automatiser leur job au final. Ouais. J'accepte, c'est pas 100% sain comme culture. Par contre, ça a quand même très bien fonctionné. Quand que tu reprends une entreprise familiale, comme j'ai mentionné plus tôt, ça vient avec la culture qui a été mise avant. Moi, mon père, il est extrêmement bon en vente, il est extrêmement bon dans les relations humaines, puis il y avait beaucoup de gens autour de lui. Moi, je viens d'un background en informatique où je vois que la technologie peut remplacer une bonne partie des gens dans tout ce qui est opération d'une entreprise de distribution spécifiquement. Donc, ça a fait en sorte que si je voulais attirer de base des gens qui sont plus comme moi, donc autour de la technologie, je me devais de pousser cet aspect-là aussi. Donc oui, il y avait des gens que dès qu'ils partent en vacances, je veux pas, il fallait que quelqu'un fasse leur travail. Je veux dire, l'entreprise n'arrête pas d'opérer parce que quelqu'un a décidé d'aller dans un autre pays pour profiter du soleil. Donc, quand ça tombait sur moi, je suis naturellement quelqu'un de lazy. J'aime déléguer les tâches à un ordinateur. Fait que ça faisait que moi, je profitais toujours de ces moments-là pour améliorer le logiciel. Ce qui faisait que quand il revenait, ben là, il revenait avec une manière totalement différente de faire. Et d'un fois, oui, il se retrouvait sans travail. Avec du recul, ça aurait été quoi le coût de ne pas faire ce que tu as fait? Je pense que ça a arrêté carrément le coût de l'entreprise. Je ne pense pas que l'entreprise aurait été capable de survivre. Plusieurs raisons. La distribution, de base, c'est une industrie qui est très difficile. Ensuite, on était principalement dans une niche autour des imprimantes et des cartouches d'encre, ce qui est, dans le fond, une industrie en consolidation où est-ce que les marges sont de plus en plus petites. Je veux dire, avoir un vendeur que tu payes à commission des grosses marges, ça fonctionne bien dans une industrie grandissante. Par contre, dans une industrie où tu fais moins de 10% en marge de profit sur ta vente, ça devient difficile de donner une commission adéquate. Donc, le changement était nécessaire pour être capable de continuer la progression. Et tu vois, maintenant, on est dans une
direction où est-ce qu'on se remet à engager des gens pour faire du développement d'affaires, qui étaient des gens que mon père avait attirés de base initialement. Donc, tu sais, je veux dire, la roue, elle se répète, là, veut pas. Par contre, tu sais, c'est des gens qui, là, vont utiliser l'intelligence artificielle, les processus qu'on met en place, donc vraiment qui embrace la nouvelle culture de l'entreprise. Tu nous as parlé tantôt que tu avais un ex-employé, un ami qui travaillait chez Google qui est venu te rejoindre. Ouais. Souvent, cet ami-là dit « ça ne marchera pas Ouais. ». Puis toi, tu dis « on va juste tester ». Oui, exactement. Donc, je te dirais, moi, ma force, c'est un architecte. Tu sais, je suis quand même j'aime rêver, en général. Et quand j'ai un problème, c'est quoi la manière la plus simple de le faire? Donc, un des exemples qui est arrivé dans l'année dernière, c'est on voulait reconstruire un modèle 3D de l'ensemble de nos produits. Tu sais, je veux dire, c'est des boîtes principalement qu'on a. Ça a 6 faces, c'est relativement simple. Mais là, lui, il revoyait, OK, il faut un LiDAR, il faut telle technologie si on veut faire ça. Je suis comme, non, on va juste mettre une caméra en haut, prendre 6 photos, puis on va voir ce que ça va donner. Puis là, dès le départ, il était comme, ben non, ça ne peut pas fonctionner, il y a trop de problèmes. Puis surtout, moi, je voulais le scale dans tous les entrepôts. Chaque shipping station va avoir cette caméra-là, etc. Puis, naturellement, comme il doutait de la capacité à le faire. Par contre, on a commencé à l'implémenter vraiment de la manière que j'avais décrite et ça s'est avéré à fonctionner relativement bien. C'était pas parfait, mais comme technologie, comme effort qu'on a mis pour accomplir ça, c'était assez minimal versus le résultat qu'on a pu en tirer. Puis, je veux dire, ça s'applique même au petit algorithme qui met à jour notre propre code. Ma vision qui était, OK, on va juste bâtir un AI qui va se mettre à jour lui-même. Mais tu sais, la majorité des gens vont penser que je suis un petit peu délusionnel de penser ça. Mais il faut juste que tu le penses de manière en termes de processus. OK, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Puis là, ensuite, tu fais juste flow le tout. Puis le résultat est quand même assez intéressant. Tu dis délusionnel. J'en ai un autre pour toi. La BNC vous finance un entrepôt de 80 000 pieds carrés. Puis toi, au lieu d'embaucher, qu'est-ce que tu fais? Tu magasines des robots. Je veux dire, on commence à regarder certainement. Dans cette philosophie, quand tu commences à parler de robotique, la majorité des gens pensent à des robots très spécifiques ou est-ce que ça va être un bras qui va faire une tâche spécifiquement. Par contre, on rentre maintenant dans l'ère où est-ce que tu as des humanoïdes qui sont assez performants. Je suis sûr que tout le monde a vu ça sur Instagram ou TikTok. Un humanoïde qui fait des tâches. Comme, OK, fine, c'est pas aussi performant qu'un humain. J'accepte ça. Est-ce que c'est une technologie qui va être présente dans le futur? Définitivement. J'ai absolument aucun doute qu'il va y avoir des robots qui vont vivre parmi nous dans le futur. Que ce soit dans les entreprises ou même chez toi à la maison. On regardait une entreprise chinoise, j'accepte, les gens ont des commentaires, leur propre philosophie face à ça, mais il y a un robot qui coûtait à peu près, je pense, 10 000 US, qui est comme un jouet que tu mets dans ta maison qui est capable d'exécuter des tâches. Au bout de la ligne, si le robot est capable de bouger, d'opérer, de prendre des objets, de faire des tâches, maintenant, sa limitation devient simplement le logiciel pour exécuter des tâches de plus en plus complexes. Donc, si les robots deviennent chez les gens qui exécutent des petites tâches banales, puis qu'ensuite de ça, ils se mettent à avoir des mises à jour logicielles, c'est juste une question de temps avant qu'ils puissent faire ta vaisselle, ta cuisine, mopper le plancher, faire pas mal n'importe quelle autre tâche que tu voudrais qu'ils fassent dans ta maison. Donc, moi, j'applique cette même philosophie dans l'entrepôt aussi. Où est-ce que, tu sais, il y a des outils comme des ordinateurs, mais c'est des humanoïdes qui peuvent opérer 24 heures sur 24, qui sont capables de se mettre à jour, de changer leur propre batterie, de faire des choses assez incroyables. Donc, je te dirais, pour moi qui est dans cette situation, qui a quand même une belle expertise en logiciel puis en intelligence artificielle, ignorer cette nouvelle technologie, ça serait un petit peu... comme dommageable ou un peu stupide de ne pas la considérer. Surtout pour le prix d'un pick-up, essentiellement. Même moins cher. Là. On parle de quoi, une vingtaine de mille dollars? Ceux qui sont réellement programmables, qu'on aurait besoin, encore, c'est la nouvelle technologie, on parle d'à peu près 50 000 $. Ouais.
Qui est quand même pas si pire. Moi, j'ai déjà convaincu ma blonde. J'ai dit, aussitôt qu'il y a un robot qui est capable de ramasser les jouets des enfants par terre, je te garantis qu'on en a un. Ben, je veux dire, je te comprends. Puis ils sont presque là, les robots qui peuvent faire ça. Puis après, une fois que tu l'as, ben, tu vas lui demander, tu peux-tu faire la vaisselle aussi, juste pour voir? La vaisselle, la tondeuse. Ben voilà. Ouais. Donc, c'est juste une question de temps. Puis moi, dans ma situation, ça vaut la peine de l'explorer. Ouais, 100%. Mettons qu'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui regarde tout ce qu'on s'est dit depuis le début, t'es très visionnaire dans ton entreprise, mais que lui se dit, c'est pas pour moi, je suis pas techno, il a peur, qu'est-ce que tu lui dirais? First, que t'as pas le choix d'y aller. Je veux dire, tu peux avoir peur. Si t'es réellement un entrepreneur, tu devrais être capable de passer à travers tes peurs et d'y aller. Un conseil un petit peu plus pragmatique, entoure-toi d'une personne, un bon ingénieur logiciel que tu vas avoir confiance, qui lui va comprendre la technologie. Fais affaire avec Vauban aussi, vous avez une très belle expertise, vous développez ça dans la bonne direction. Mais c'est vraiment, n'aie pas peur. Tu dois apprendre à comprendre cette technologie puis de commencer à regarder à des manières de l'incorporer dans ton day-to-day. Et une manière très simple, c'est de justement faire le SOP générique, le Deep Research que j'ai parlé plus tôt, qui est un simple document qui exprime exactement ce que ton entreprise fait et ta culture, que tu mets initialement dans l'ensemble des prompts que tu fais. Si l'IA n'existe plus demain matin, ouais. Qu'est-ce qui te garde réveillé la nuit? Évidemment, ma copine. Elle est très bonne pour ça. Sinon, je veux dire, j'adore la conduite, j'adore faire des choses à l'extérieur aussi, sortir de la ville. Donc, ouais. Si je t'enlevais l'IA, ouais. Je te l'enlève, là. T'es-tu capable de travailler encore? Probablement pas, honnêtement. C'est rendu trop embedded dans nos opérations. Puis on a été à un congrès récemment, ma soeur et moi, et il y a eu un bug dans le AI. Puis les deux, on se regarde, on est comme, yo, j'ai pas le goût de le faire, là. Je vais pas aller retourner dans l'interface manuellement, cliquer des boutons, passer à travers tout le processus. C'est juste trop rapide avec l'intelligence artificielle, donc ça va être très difficile. C'est impossible. Ouais. Merci. Je suis d'accord. Merci, Ghislain. Merci, Hugo. Merci d'avoir accepté l'invitation. Un grand plaisir. Merci à vous, Ben. Très, très belle entreprise. Je la recommande à tous, surtout pour rentrer dans l'intelligence artificielle.